palais républicain, le nouvel hôtel de ville ne peut évidemment pas reproduire une salle du trône. Celle-ci est symboliquement remplacée au centre de la façade principale par la salle des séances du conseil municipal. Les élus du suffrage universel prennent ainsi la place des souverains. La salle du conseil se pare de boiseries de chêne et de tapisseries d'Aubusson, ancienne manufacture royale. C'est d'ailleurs pour l'empereur Napoléon III que les tapisseries qui ornent encore les murs sont commandées initialement. Leur réalisation prit du retard. De ce fait, elles ne furent pas installées en temps voulu dans le premier hôtel de ville et donc elles réchappèrent à l'incendie. Après l'incendie, ces tapisseries, qui n'étaient pas totalement terminées, furent un petit peu modifiées. Sous l'aigle impérial, il suffit de broder suffrage universel pour transformer une tapisserie destinée à l'empereur Napoléon III en modèle républicain. Plus de 230 sculpteurs sont mis à contribution pour la décoration intérieure et extérieure. 108 statues de personnalités vont remplir les niches des façades. Choisir qui aura cet honneur est une question épineuse. Il fallait des critères de sélection. On a décidé qu'on prendrait les personnages nés à Paris. Ça permettait de faire déjà une présélection, de faciliter un petit peu les choses. Mais du coup, on a écarté un certain nombre de personnages qui étaient déjà dans la statuaire précédente de l'ancien hôtel de ville. On fait une exception pour le Boccador, l'architecte de l'ancien hôtel de ville, italien de naissance. Mais il prend les traits du nouvel architecte, Théodore Balue. Ils prennent conscience que ça doit être un lieu d'apparat. Donc ils font venir des artisans, des artistes pour faire ce décor grandiose, très beau, presque excessif, mais un décor républicain, qui ancre bien dans le passé les périodes impériales et monarchiques, et qui offre le présent et le futur à la République. Lieu stratégique du pouvoir, vitrine de la France, l'hôtel de ville a compris qu'il pouvait être une cible en cas de guerre. Dans les années 1930, on pense donc à y ajouter un bunker dans ses entrailles. Ce blocos a été construit entre les deux guerres. Il sentait bien que la période était troublée et qu'on s'en allait vers un deuxième conflit. Situé dans les sous-sols sous la cour du préfet, aujourd'hui rebaptisée cour du maire, ce bunker occupe plus de 800 mètres carrés. Il est protégé par un énorme mur de béton de près de 2 mètres d'épaisseur, fermé par des portes fortes et étanches. On craint surtout les bombardements chimiques, comme ceux au gaz moutarde, qui ont causé des ravages pendant la Première Guerre mondiale. Il comporte une dizaine de pièces qui communiquent entre elles. Ce blocos, il était prévu pour 20-25 personnes. Tout était fait pour y vivre en permanence. Il y avait un réseau d'air hygiénique, il y avait un réseau d'eau potable, il y avait une arrivée d'électricité. Donc on pouvait y vivre 3 semaines, 1 mois, juste avec un approvisionnement et en restant à l'abri. Pour renouveler l'oxygène, un système de ventilateur est installé à côté du bunker. Il apporte de l'air extérieur qui est préalablement filtré. Il faut aussi que ses occupants puissent communiquer avec l'extérieur. Le blockhouse est équipé d'un réseau téléphonique, mais aussi d'un système de pneumatiques pour envoyer des courriers. Utilisée dès la conception du bâtiment, la poste pneumatique permet de véhiculer des lettres grâce à l'énergie produite par une différence de pression dans des tubes. Un compresseur envoie de l'air dans les canalisations, tandis qu'une pompe aux extrémités du réseau aspire l'air présent dans les tubes. Par effet de propulsion, les messages sont envoyés avec une vitesse moyenne de 40 km/h à leur expéditeur. En 1934, date de la construction du blockhouse, le réseau parisien couvre 427 km², assez pour communiquer avec les autres administrations. Mais ce ne sera pas nécessaire. Le blocos n'a jamais servi. Jamais personne n'a été confiné, si je puis dire, dans ce blocos. Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération!
Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Paris n'est pas bombardé. Pour la première fois depuis Et c'est à l'Hôtel de Ville, le 25 août 1944, que le général de Gaulle prononce son fameux discours pour célébrer la libération de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris libéré retrouve la paix. Et l'Hôtel de Ville, sa vocation d'accueil et de vitrine pour la France entière. Dans l'Hôtel de Ville, on a une constante, c'est que l'Hôtel de Ville est aussi conçu pour recevoir, pour accueillir, et pour accueillir de grands personnages. La reine Elisabeth, Nelson Mandela, il y a eu des personnalités très importantes qui sont venues à l'Hôtel de Ville. Tout chef d'État reçu par le président de la République française pour une visite d'État est reçu par la maire de Paris à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est aussi le cas du président de la République française. Après son élection, la coutume veut qu'il soit reçu à l'Hôtel de Ville. Ces invités prestigieux empruntent l'escalier d'honneur. Ils y accèdent par le vestibule des fêtes, qui forme le palier inférieur. Construit parallèlement aux façades principales de l'Hôtel de Ville, cet escalier à double volée conduit vers les salons de réception. Surmonté d'une voûte à berceau, il est conçu pour éblouir les visiteurs. L'Hôtel de Ville accueille chaque année entre 400 et 600 réceptions et conférences. C'est un bâtiment qui vit, et c'est le but. C'est un bâtiment qui est bien entretenu. Il y a de nombreuses restaurations, des améliorations. L'éclairage de la salle des fêtes, il a été modernisé. On a un éclairage qui peut varier de couleur et qui met en valeur le plafond de la salle des fêtes d'une façon assez étonnante. Pas besoin de carton d'invitation pour profiter des animations sur le parvis. Mais ça reste un lieu de festivité. Des écrans géants sont installés pour la Coupe du Monde ou le Tour de France ou autre. Il y a du patin à glace en hiver. Il y a donc une continuité dans la tradition. Depuis son inauguration en 1882, l'Hôtel de Ville de Paris n'a pas subi de transformation architecturale majeure. Si le bâtiment n'est pas classé dans son ensemble, certaines pièces sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques, comme la salle du Conseil, la bibliothèque ou encore les salons de réception. Il est possible de visiter ce somptueux palais républicain sur rendez-vous ou lors des Journées du patrimoine. Son parvis reste un haut lieu de la vie sociale parisienne.